Bientôt, un troisième opérateur de téléphonie mobile s'installera au Mali. Il s'appelle Alpha Télécommunications. Pour plus de 55 milliards de francs CFA, l'opérateur monégasque vient de signer une convention de concession de la licence cet après-midi avec le gouvernement. Le Ghana a envoyé hier soir à Bamako un premier contingent de 30 hommes sur les 128 attendus. Ils sont de la compagnie du génie militaire et ont apporté avec eux des équipements de construction, d'électrification et d'eau. Journée internationale des enfants soldats. Il ressort que 300 000 enfants soldats sont recensés dans le monde, dont 100 000 sur le continent africain. Des chiffres révélés aujourd'hui, 12 février. Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue dans ce journal. Le nouveau commissaire en charge des politiques macroéconomiques de la CEDEAO est un Malien. Il se nomme Ibrahim Bokarba, ancien ambassadeur du Mali à Bruxelles. Au sein de l'organisation communautaire, notre compatriote s'occupera de la mobilisation des ressources extérieures auprès des partenaires au développement et de la promotion du secteur privé. Il a été reçu ce matin en audience par le président de l'Assemblée nationale par intérim, le compte rendu de Bourama Traoré. Le nouveau commissaire en charge des politiques macroéconomiques de la CEDEAO chez le président de l'Assemblée nationale par intérim. L'entrevue entre les deux personnalités va durer plus d'1 heure. Principaux sujets abordés, la paix, l'économie et le développement. La CEDEAO, son but, c'est vraiment de créer un espace économique unique avec la croissance et le développement profitable aux populations. Donc c'est le volet économique qu'il a créé, qui a été son objet. Mais la réalité des problèmes a été que les problèmes de paix et de sécurité actuellement prennent le pas. C'est aussi juste parce qu'en réalité, on ne peut pas faire du développement économique sans qu'il y ait la paix et la sécurité et la stabilité de nos pays. Le commissaire Ibrahim Bokarba s'occupe de 3 directions importantes. Il s'agit de la direction de la statistique et de la recherche, celle de la surveillance multilatérale et enfin la direction du secteur privé. Concrètement, mon travail est de faire en sorte que la région ait de bonnes statistiques comparables pour que la convergence des politiques macroéconomiques puisse se faire normalement. On ne peut comparer que des éléments comparables. C'est pour ça qu'il faut avoir des statistiques fiables et crédibles qui permettent de comparer les pays, de voir les performances, de voir les difficultés. Vous savez, dans l'appui des pays, il y a le volet bilatéral, mais il y a aussi le volet régional. À ce niveau, par exemple, nous sommes en relation avec la Chine, avec l'Inde, avec le Brésil. Nous mobilisons des ressources pour faire face aux projets régionaux. Le nouveau commissaire en charge des politiques macroéconomiques de la CEDEAO quitte donc l'Assemblée nationale avec cette conviction, celle de se battre pour faire la meilleure figure possible. Je voulais annoncer dans les titres la signature d'une convention de concession relative à l'attribution de la 3e licence de téléphonie globale au Mali. Il a eu lieu cet après-midi. C'était au ministère de la Poste et des Nouvelles Technologies entre le gouvernement et le groupement de Monaco Télécom International. À travers cette convention, le gouvernement du Mali ouvre le secteur des télécommunications à un 3e opérateur du nom de Alpha Télécommunications pour un montant de plus de 55 milliards de francs CFA. Le reportage de Soumaïla Berti. Ceci est une bonne nouvelle pour le secteur des télécommunications au Mali. Cette signature de convention de concession entre le gouvernement du Mali et le groupement Planor Monaco Télécom marque l'ouverture du secteur à un 3e opérateur global de téléphonie. Pour conquérir les marchés maliens, Planor Monaco Télécom est représenté au Mali sous le vocable de Alpha Télécommunications devra débourser 55,1 milliards de francs CFA. Nous intégrons ce jour et avec votre caution le marché malien dans un secteur stratégique et hautement compétitif, en tant que 3e entrant, mais cependant avec l'ambition de construire un réseau de classe internationale et de fournir des services de qualité accessibles à tous. En effet, en matière de télécommunications, les potentialités du marché malien sont immenses et le pays est loin encore d'avoir atteint le seuil en termes de télédensité.
convaincu qu'il est que l'arrivée de ce troisième opérateur va augmenter non seulement la télédensité et la pénétration des mobiles, mais également de baisser les tarifs et d'accroître l'Internet. Le ministre de la Poste et des Nouvelles Technologies a annoncé que le gouvernement du Mali a assoupli certaines dispositions du cahier des charges. Compte tenu de la situation actuelle du Mali, le gouvernement a accepté d'ajuster certaines dispositions du cahier des charges, notamment les obligations de desserte dans les zones aujourd'hui impossibles à couvrir. Par ailleurs, nous avons accepté le principe d'un paiement du prix de la licence par tranche, à savoir s'acquitter dès la signature du décret d'approbation du cahier des charges d'un premier versement de 33 milliards de francs CFA. Pour son opération au Mali, le groupement Planor Monaco Télécom International bénéficie de l'accompagnement financier de certains partenaires comme la Banque Ouest-Africaine de Développement BOAD et la Banque Sahélo-Saharienne pour l'investissement et le commerce BESIC. Après la télécommunication, l'industrie, au Mali, le secteur contribue au produit intérieur brut à seulement 3%, un taux parmi les plus bas de la sous-région. L'information a été donnée ce matin au Conseil économique, social et culturel par le président de l'Organisation patronale des industries du Mali. Il était venu faire une communication sur le rôle de l'industrie dans la relance de l'économie nationale. Mamari Koni. Ramener l'industrie malienne à la normalité, c'est-à-dire une industrie qui contribue entre 10 et 20% au produit intérieur brut. Cette vision stratégique a été exposée par le président de l'Organisation patronale des industriels du Mali devant les membres du Conseil économique, social et culturel. Avec 3%, le Mali a le plus bas taux d'industrialisation dans la sous-région. Au regard des nombreuses potentialités dont dispose notre pays, cette tendance devra être inversée. Le président de l'Organisation patronale des industriels du Mali cite pêle-mêle les solutions pour une relance de l'économie. Parmi celles-ci, la suppression de la taxe sur les activités financières, la redynamisation des structures techniques chargées de la lutte contre la fraude et la concurrence déloyale, ainsi que la mise en place d'un fonds de garantie et d'un fonds d'investissement national pour les entreprises industrielles. Au total, on a 19 propositions de réforme, dont 9 qui ne coûteraient rien au budget de l'État. Donc, compte tenu des engagements de la loi de finances 2013 et des moyens limités tout de suite en ce début d'année, nous militons pour que ces 9 mesures qui ne coûtent rien puissent être étudiées. Il consiste à relire un texte qui permettrait aux douaniers de réaliser des saisies sur le territoire. Je l'expliquais tantôt qu'aujourd'hui vous n'êtes pas motivé à saisir un produit de contrebande si ce que vous allez en retirer sera payé dans 6 mois et sera moins que ce que vous pourrez prendre avec le contrebandier à la frontière. Autre contribution du jour, celle du Conseil national de la jeunesse du Mali. Cette organisation fêtière souhaite le retour de l'éducation civique et morale dans le milieu jeune. La réorganisation de ces instances conformément à la nouvelle configuration du monde. Le CNJ sollicite également le financement rapide des projets jeunes, ce qui devrait sans nul doute favoriser une bonne production et productivité, selon Touré Djeneba Traoré, secrétaire chargé de l'éducation et de la formation professionnelle au sein du CNJ. Cette information a porté à votre attention lors de la réunion informelle des ministres du développement qui s'est tenue à Dublin aujourd'hui. Le commissaire européen chargé du développement, Andris Piebalgs, a annoncé la reprise totale de l'aide au développement en faveur du Mali. Cette reprise de la coopération fait suite à l'adoption rapide par les autorités maliennes d'une feuille de route pour la transition visant à rétablir la démocratie et la stabilité. Une enveloppe d'environ 250 millions d'euros pourrait être mobilisée à cet effet. Une enveloppe qui sera investie pour la réconciliation, la prévention des conflits et le soutien au processus électoral. En outre, l'accent sera mis sur la sécurité alimentaire, l'eau et l'assainissement. Les conseillers des collectivités du Mali sont réunis en assemblée statutaire. Ils discutent d'un plan d'action devant faciliter leur retour dans les régions du Nord libérées des terroristes. Parmi les activités inscrites dans ce plan d'action, l'implication des conseillers pour la réconciliation entre les différentes communautés. Mohamed Diarra.
Après la libération progressive des régions occupées, l'heure est maintenant au retour de l'administration dans ces localités. Et c'est donc à juste titre que cette question est au cœur des assises des conseils des collectivités du Mali. Les 49 conseillers du cercle se donnent une journée pour parfaire le document élaboré en amont de leur assemblée statutaire. Le document s'intitule « Action d'urgence des collectivités territoriales pour l'instauration et la consolidation de la paix dans le nord du Mali ». Il comporte plusieurs volets. Ces plans d'action vont s'articuler autour d'un certain nombre d'éléments, la fourniture des services sociaux de base aux populations du Nord, en termes, n'est-ce pas, d'eau potable, d'éducation, de la santé. Les conseillers des cercles constituent les courroies de transmission entre les communes et les régions. Et c'est pourquoi ils comptent s'impliquer pour faciliter la cohabitation entre les différentes communautés. Ce mieux vivre là, ensemble, s'articule autour d'un certain nombre d'actions. La communication, le dialogue intercommunautaire. Le président du Haut Conseil des collectivités fonde beaucoup d'espoir sur les conclusions de ces assises, surtout en cette période difficile de l'histoire du Mali. Je ne doute pas que les cercles du Mali, à travers cette Assemblée générale, les présidents des conseils des cercles prendront des actes allant dans le sens du réconfort moral, matériel et financier de notre armée nationale. Les participants ont adressé des motions de remerciement aux présidents maliens et français pour leurs efforts dans la lutte contre les terroristes. Le ministre de l'administration territoriale, de la décentralisation et de l'aménagement du territoire convie la classe politique et la presse à la réunion de concertation relative à la présentation de la carte NINA, numéro d'identification nationale, demain mercredi 13 février dans la salle de conférence du gouvernorat du district de Bamako à partir de 15 heures. Ouverture ce matin de la 13e édition du Forum de Bamako. Durant 5 jours, ce forum permettra aux participants de bénéficier de communications relatives au rôle des femmes et des organisations féminines dans la prévention et la résolution des conflits. Une initiative de la Fondation Forum de Bamako est suivie pour nous par Adama Kodjo. Réconciliation nationale et les défis de la gouvernance locale, c'est le thème de cette 13e édition de ce forum de Bamako. Un forum qui intervient au moment où notre pays a plus que besoin d'une synergie d'action autour de l'essentiel qu'est le Mali. Les femmes du Mali sont des femmes d'abord très fortes. Elles sont organisées, mais la seule chose qui manque aux femmes du Mali, c'est de leur faire partager de nos expériences. Dans la prévention et la solution des conflits, les femmes ont su jouer un rôle prépondérant. C'est la raison pour laquelle l'ancien premier ministre de la Guinée-Conakry a appelé les femmes du Mali à plus de courage et d'engagement pour la paix. Quand les conflits éclatent, il est très souvent difficile de les éteindre car chacun des belligérants est animé de la volonté d'en découdre à tout prix. Il manque souvent, et c'est toujours comme ça, des personnes crédibles, neutres et respectées pour les faire raisonner et pour les faire toucher du doigt la réalité. Les fonctionnaires, les conseillers, les serviteurs, les hommes d'affaires qui les entourent et qui dépendent de leur bon vouloir ont peur de leur dire la vérité, de peur de perdre leurs privilèges. C'est ça la vérité. Et c'est là que les femmes africaines peuvent et doivent jouer un rôle critique, surgir sur la scène avec détermination et pondération, avec des moyens dont vous seuls ont le secret. Cet atelier vient à point nommé pour permettre d'entendre ce genre de messages, pour permettre de partager les expériences des autres pays qui ont vécu la même situation que nous, pour montrer que la situation du Mali n'est pas unique dans le monde. Outre du Mali, participent aux travaux du forum des spécialistes venus du Sénégal, de la Côte d'Ivoire, du Burundi, de Sao Tomé et Principe, pour ne citer que cela. Et puis, en raison des travaux de raccordement de la voie d'accès au 3e pont de Bamako à la route de Koulikoro, le ministre de l'Équipement et des Transports informe les usagers de la route Bamako-Koulikoro que la circulation sera perturbée entre le carrefour de Oumou Sangaré et les établissements Sodouf à partir de ce jour 12 février. La fin des travaux est prévue pour le 12 avril 2013. Les dispositions sont prises pour assurer la circulation
à partir de déviations identifiées à cet effet. Le ministre de l'Équipement et des Transports, comptant sur la bonne compréhension des usagers et des riverains du pont, s'excuse des désagréments que pourront subir certains usagers et riverains de la route du fait de ces travaux. L'Alliance Zasia-Lazaltaray a animé ce matin un point de presse sur les problèmes dus à l'occupation par les terroristes et les narcotrafiquants des régions du Nord. Les conférenciers ont rappelé les exactions commises et remercié le peuple français pour son soutien, entre autres sujets. Le compte-rendu de Mahamadou Doumbia. Conçu et animé sur les problèmes des régions du nord du Mali par l'Alliance Zasia-Lazaltaray, ce point de presse visait à rappeler aux journalistes les soucis fondamentaux de cette alliance. Le document élaboré à cet effet dénonce les exactions des terroristes et autres violences morales et physiques dont étaient victimes la population du Nord bien avant l'intervention de la France et des pays amis africains. Le Mali est en guerre déclarée contre lui par le MNLA en attaquant les garnisons de l'armée à Menaka et André-Boukan. Par la suite, il a fait venir des islamistes, des terroristes et des narcotrafiquants avec lesquels il a sans doute signé un pacte pour se faire aider à acquérir l'indépendance d'un soi-disant Azawad dont lui seul connaît l'existence et les limites géographiques. L'Alliance Zasia-Lazaltaray félicite le président français François Hollande et le président de la République par intérim Dioncounda Traoré pour l'appel lancé à la France. Toutefois, l'absence de notre armée nationale à Kidal est une préoccupation majeure. Nous déplorons vivement l'absence prolongée de l'armée malienne à Kidal, qui demeure une partie intégrante du Mali. En conséquence, nous exigeons que l'armée malienne y soit rapidement déployée, ainsi que les troupes de la MISMA. Le mien et le MENA, qui ne sont que des mutations dans Sardine, doivent être chassés de Kidal et de Menaka le plus tôt possible. L'Alliance ne comprend pas pourtant une certaine presse qui, à ce jour, ne fait qu'accabler nos forces armées d'exactions non fondées. Tirant les leçons du passé et de la façon inhumaine dont les assaillants se sont comportés, notamment le MNLA, il doit être exclu de négocier avec qui que ce soit. L'intégrité du territoire et la laïcité du pays ne sont pas négociables. L'Alliance Zasia-Lazaltaray, créée le 12 août 2012 par les communautés sédentaires des régions du nord du Mali, tire son appellation des noms des Dja, des Soni et des Askia. L'ambassadeur du Ghana au Mali a accueilli hier soir à l'aéroport Bamako-Sénou un contingent de 30 hommes de la compagnie de génie militaire de son pays sur un effectif de 128 attendus. Les militaires ghanéens sont arrivés avec des équipements de construction, d'électrification et d'eau. Agibou Koulibaly était à l'aéroport sans reportage. C'est à 17h50 que l'avion militaire de la Royal Air Force de la Grande-Bretagne contenant les militaires ghanéens s'est posé sur la piste de l'aéroport international de Sénou. À son bord, 4 officiers et 26 soldats ghanéens de la compagnie de génie militaire, prêts à aider les populations maliennes sur le champ de bataille. En recevant ces militaires ghanéens, l'ambassadeur du Ghana était très ému. L'ambassade est contente de recevoir l'équipe ghanéenne parce que il me semble que d'autres pays ont déjà envoyé leurs militaires ici. Et puis nous sommes chez nous ici parce que le Mali est un pays voisin du Ghana. Alors il est content pour recevoir l'équipe ghanéenne. I wish you good luck and may God bless us all. Cette compagnie du génie militaire ghanéen est fière d'aider le Mali dans la reconquête de son territoire en apportant son savoir-faire sur le terrain. Nous sommes tous des militaires. Nous avons parmi nous les carpentiers, les maçons, des gens qui travaillent avec l'électricité. Maintenant, je veux dire que nous sommes aussi heureux de faire partie de la force des CEDEAO qui va travailler pour résoudre les conflits qui se trouvent au Mali. Il faut signaler que d'ici à vendredi prochain, d'autres militaires ghanéens seront là pour compléter à 128 les hommes de la compagnie du génie militaire.
Des nouvelles de nos régions du Nord. Depuis avril 2012, l'ONG Médecins sans frontières s'est installée en 6e région. Aujourd'hui, grâce à cette organisation, les patients de l'hôpital et des centres de référence de santé des cercles de Gundam et Rarous reçoivent gratuitement des soins et des médicaments. Nos envoyés spéciaux, Chérif Moulay et Adama Djimde, se sont intéressés au travail de Médecins sans frontières. L'hôpital de Tombouctou, le climat est paisible comme en temps normal. Et pour autant, nous sommes bien en période post-rébellion. Tous les jours, pratiquement, c'est la même affluence. Pour soigner ces malades, le docteur Maïga a dû faire des concessions aux occupants. Les Moudjahidines, donc c'est des hommes armés. Donc vraiment, on a essayé de les ménager, vraiment de suivre ce qu'ils disent. Parce qu'ils disent vraiment de séparer les hommes et les femmes. Ils parlent aussi de l'habillement des femmes. Donc vraiment, on a essayé de respecter ça et il n'y a pas eu de grands problèmes. Parce qu'en les ménageant, vraiment, ils nous laissent vraiment traiter les malades. Parce que c'est notre objectif. Grâce à l'ONG Médecins sans frontières, toutes les consultations autres examens cliniques sont gratuits, de même que les médicaments. L'hôpital fonctionne à merveille. De la maternité, en passant par la pédiatrie, la gynécologie, la médecine générale, la chirurgie, jusqu'à la radioscopie. Les activités sont intenses. Médecins sans frontières a également recruté des médecins et des infirmiers pour renforcer le personnel pour plus de résultats. Nous appuyons 9 SACESCOM dans toute la région. Tous les malades qui arrivent à l'hôpital, nous essayons dans la mesure du possible de répondre à tous ces problèmes. Et même les patients qui sont hospitalisés ici à l'hôpital chez nous, ils sont nourris par nous-mêmes, matin, midi, soir, gratuitement. Selon son coordinateur, Médecins sans frontières s'engage à continuer ses activités en accord avec les autorités jusqu'en juin, voire décembre 2013. Journée internationale des enfants soldats qui sont dans le monde au nombre de 300 000, dont 100 000 sur le continent africain. Ces chiffres ont été fournis ce matin lors de la commémoration de la journée, une journée célébrée pour la première fois au Mali sous le thème « Protégeant nos enfants de la guerre ». Reportage de Ramata Konati. Non au recrutement et à l'utilisation des enfants dans les conflits armés, c'est le combat dans lequel se sont engagés les acteurs intervenants dans la protection des droits de l'enfant. La journée dédiée à cette cause est l'occasion d'édifier les uns et les autres sur le contenu de la circulaire internationale relative à la prévention, à la protection et au retour en famille des enfants utilisés par les groupes armés. La lettre recommande aux autorités et leaders communautaires l'application de plusieurs normes dont la prise en charge des moins de 18 ans victimes de conflits sans aucune discrimination. La journée internationale des enfants soldats, c'est aussi les informations sur l'ampleur du phénomène. Aujourd'hui, l'ONU estime que 300 000 enfants sont associés aux forces et groupes armés, dont un tiers dans le continent africain, soit environ 100 000 enfants. Autre temps fort de cette journée, les échanges entre les différents partenaires. Le panel qui tout à l'heure nous offrira l'occasion de rapprocher nos positions et attentes respectives sur les actions à déployer pour lutter correctement contre ces fléaux est un exercice hautement stratégique. En effet, il contribuera, j'en suis sûr, à soutenir les grandes actions en cours qui sont une preuve tangible de la détermination de notre peuple à gagner le pari d'une nation éprise de paix, de la protection des enfants. Le 12 février, consacré à la commémoration de la Journée internationale des enfants soldats, coïncide avec la date de l'entrée en vigueur du protocole facultatif à la Convention relative aux droits de l'enfant, un texte légal élaboré en 2002 et interdisant l'implication des enfants dans les conflits armés. Toujours en faveur des enfants, la Fédération internationale des villages d'enfants SOS va apporter à partir du mois de mars prochain une aide alimentaire d'urgence à 1000 familles déplacées des régions du Nord. Le coût de l'opération, environ 655 millions de francs CFA. C'est le secrétaire général adjoint des villages SOS qui l'a annoncé cet après-midi au ministre de la Famille, de la Promotion de la Femme et de l'Enfant. Ramasweti Aristide des villages SOS est
en visite au Mali. Pour lui, cet accompagnement particulier pour les enfants est destiné à contribuer à leur réinstallation. Il était au micro de Sira Batili. Un programme d'aide d'urgence qu'on va mettre en place pour les gens déplacés, les enfants et les familles déplacées du Nord qui sont déplacés autour de la région de Mopti, dans laquelle il va durer ce programme environ 7 mois, 8 mois, et on va donner une attention à peu près à 1000 familles, ce que ça fait à peu près 7000 à 8000 personnes. Ces enfants et ces familles pourront profiter d'avoir accès à l'éducation, à l'eau potable, à la santé. Et ensuite, on va faire que les familles puissent générer des revenus pour améliorer leurs conditions de vie, etc. Donc des programmes, vraiment un programme d'aide d'urgence pour vraiment remettre ces familles en bonnes conditions. Ce programme, d'abord, il est financé par des bailleurs de fonds qui viennent des donateurs privés qui sont en Europe et nos associations de promotion qui sont dans différents pays européens. Et ce programme, il va coûter environ 1 million d'euros. Et comment vous allez vous y prendre sur le terrain? Est-ce que vous avez déjà ciblé des familles ou comment est-ce que vous allez procéder? Actuellement, ils sont en train de faire l'étude de ciblage de familles et l'association des villages d'enfants SOS Mali conjointement avec partenariat et le ministère de la Famille, ils sont dans la région, ils sont en train de faire le ciblage, l'étude des familles et ensuite à partir de là, on dira voilà, c'est les familles qui sont dans les états les plus nécessiteux et on fera en sorte de fournir à ces familles-là l'aide nécessaire. Et la mobilisation se renforce autour des villages d'enfants SOS. Ainsi, à l'occasion de son 25e anniversaire, la société Belenco Holding a offert des dons d'une valeur de près de 10 millions de francs CFA aux enfants du village SOS de Sanakoroba ce mardi 12 février. Rachel Tessougé. La Belenco Holding vient d'offrir du riz, du lait, de l'huile et du sucre au village d'enfants SOS Sanankoroba et à la Pouponnière. À travers ce don d'une valeur d'environ 10 millions de francs CFA, la Belenco veut apporter son aide aux enfants qui en ont le plus besoin. Dans le respect de la tradition de solidarité et d'entraide qui a toujours existé entre la Belenco Holding et SOS Village d'enfants Mali, que nous venons aujourd'hui vous apporter une petite aide. Cette année, nous avons pour nos amis de la Pouponnière 2 tonnes de riz, 500 kg de lait, 500 litres d'huile, 1 tonne de sucre. Nous savons que c'est modeste, mais nous espérons que cette aide vous permettra, j'en suis sûr, de subvenir aux besoins des enfants pendant un moment. Les bénéficiaires saluent ce geste de générosité de la Benenco Holding tout en promettant de faire bon usage de ce don. Merci à Benenco pour avoir renouvelé ce geste de générosité. En effet, ce n'est pas la première fois que nous assistons à une remise de dons de Benenco. Vous avez effectué le déplacement à la Pouponnière avec votre cœur dans la main. Je vous en remercie infiniment. Je puis dès lors vous rassurer que nous ferons bon usage de ces dons au profit de ces enfants. La cérémonie s'est achevée par la visite des lieux et une prestation artistique des enfants du village SOS de Sanankoroba. Les enfants ont vivement souhaité le retour de la paix dans notre pays. Nous restons avec les tout-petits qui bénéficieront d'un nouveau projet qui vient d'être lancé ce matin à Bamako. Un projet qui devra appuyer le ministère de la Santé dans la prise en charge de la prévention de la malnutrition aiguë, notamment en communes 1 et 5. Le projet est une initiative de la Croix-Rouge malienne et ses partenaires pour réduire le taux de mortalité des enfants de moins de 5 ans. Tiemoko Konati. La malnutrition, un problème de santé publique au Mali. Selon une étude réalisée en 2012, le taux de prévalence chez les enfants de moins de 5 ans s'élevait à plus de 14%, un taux qui pourra s'alourdir en 2013 si rien n'est fait. C'est pour cette raison que la Croix-Rouge malienne, en collaboration avec celle de la France, a initié ce nouveau projet intitulé « Appui au ministère de la Santé dans la prise en charge et la prévention de la malnutrition ». En 2013, dans le district, 39 330 enfants de 6 à 59 mois souffriront de malnutrition aiguë, dont 7 293 en commune 1 et 11 150 femmes allaitantes, dont 2067 en commune 1 également. Ce projet, qui couvre les communes 1 et 5 du district de Bamako, vise à atténuer de manière significative la morbidité et la mortalité du groupe cible. Cela à travers un appui aux différents centres de santé. Les interventions vont être menées
par l'implication effective des volontaires qui seront chargés à la détection rapide des malnutris. Nous savons comment traiter et guérir la malnutrition dans les structures de santé, mais aussi à domicile. Ce type d'intervention doit être maintenant mis à l'échelle et requiert l'action et l'attention de tous, du personnel de santé, du personnel des organisations internationales et nationales, et aussi et surtout de la communauté. Le projet d'appui au ministère de la Santé dans la prise en charge et la prévention de la malnutrition aiguë s'étend sur 1 an. Il est financé à hauteur de près de 225 millions de francs CFA. Après les petits, place aux grands. La rentrée universitaire 2012-2013 est marquée par divers problèmes, parmi lesquels la grève des enseignants qui a duré de septembre 2012 à janvier 2013. À cela, on peut ajouter le problème classique de capacité d'accueil, rendant difficile l'inscription des nouveaux bacheliers, ce qui ne permet pas un démarrage correct des cours, mais les autorités scolaires rassurent. Nado Dambélé est allé voir la situation. Les facultés des différentes universités du Mali doivent, en plus des anciens effectifs, accueillir plus de 12 000 nouveaux bacheliers au titre de l'année universitaire 2012-2013. Or, chaque faculté est tenue d'effectuer ses inscriptions en fonction de sa capacité d'accueil, ce qui rend les nouvelles inscriptions difficiles. Je suis venu voir si l'inscription a commencé. Ils ont dit que la date s'est déjà passée. Donc, j'ai fait la recherche pour m'inscrire. Chaque fois je viens, ils ont dit c'est pas commencé. Chaque fois je viens, la même chose. Nous avons les bacs, eux ils ont tous les problèmes de s'inscrire. Parce que bon, en fait, ils parlent d'un nombre bien limité, d'un quota. Malgré les pertinences des difficultés existantes, des mesures alléchantes ont été envisagées. C'est le cas à l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako. En termes de capacité d'accueil, en réalité, cette université n'a que 5000 places assises. Alors, 5000 places, nous avons 30 000 étudiants. Nous allons prendre 2000 cette année qu'il faut ajouter. Nous ferons les 32 000 étudiants pour 5000 places. Et puis, pour des enseignants qui, à 80%, sont des enseignants qui n'ont pas, en réalité, le niveau requis. Compte tenu de la situation particulière du pays et dans le souci d'un apaisement, nous avons décidé de permettre aux bacheliers non encore inscrits de le faire du 18 février au 8 mars 2013, suivant des critères qui leur seront communiqués au niveau des rectorats et des facultés. Rappelons que sur les 12 000 nouveaux bacheliers, il y a 8 000 littéraires dont 2 000 seront inscrits dans les facultés de l'Université des sciences juridiques et politiques de Bamako, en plus des 30 000 anciens existants. Et oui, c'est pas évident. Sur un tout autre sujet, la région de Sikasso souhaite se mobiliser davantage autour de la crise qui secoue notre pays. Le gouverneur de la région vient de rencontrer l'ensemble des acteurs pour une meilleure information sur l'évolution de la crise et de la mobilisation des ressources. Sékou Konaté nous en parle. Au cœur de cette rencontre, la situation sécuritaire et la mobilisation pour la contribution à l'effort de guerre. S'agissant de la situation sécuritaire, elle demeure calme. Mais face à la nouvelle stratégie développée par l'ennemi, la vigilance doit rester de mise. Avec la tournure prise par les événements au nord aujourd'hui, les nouvelles formes de guérilla ou de terrorisme enclenchées dans notre pays, nous sommes trouvés en devoir de convoquer l'ensemble des cadres, les préfets, les élus, pour revoir notre stratégie en matière de sécurité. En ce qui concerne les nouvelles méthodes d'action des terroristes, je pense qu'il faille sensibiliser la population à une franche collaboration et que cette population informe les forces de sécurité chaque fois qu'ils ont connaissance d'une situation où ils se trouvent en présence d'un fait insolite, informer les forces de sécurité pour que nous puissions prendre les dispositions à la matière. De la situation des apports à l'effort de guerre, à la date du 10 février, les montants collectés s'élevaient à plus de 20 millions de francs CFA. Et séance tenante, près de 6 millions ont été collectés. Ils proviennent des collectivités régions, cercles et communes, organisations socioprofessionnelles et partis politiques. Pour les cadres et agents de l'État et des collectivités, les contributions varient, de 25 000 francs CFA à 2 500 francs CFA. Nous avons constaté que non seulement les gens contribuent
en espèces à l'effort de guerre versé dans la banque, mais ils font aussi des contributions directes aux forces de sécurité pour assurer les patrouilles. Donc au jour d'aujourd'hui, on est dans une trentaine de millions. La présente rencontre a également été l'occasion pour le président du tribunal de Sikasso de rappeler les contours juridiques de l'état d'urgence. Le ministre de la Justice était à Caille, sur place. Malik Koulibaly a eu un agenda chargé. Il s'est rendu tour à tour au palais de justice, aux unités d'enquête gendarmerie, au pôle économique, à la police ainsi qu'à la maison d'arrêt de Caille pour voir les conditions de travail de ces structures. Cette visite lui a permis notamment de discuter avec la famille judiciaire sur des sujets ayant trait au bon fonctionnement de la justice en première région. De Caille, la correspondance de Jafar Aïdara. Un palais de justice de Caille délabré avec des installations électriques anarchiques, des effectifs pléthoriques dans certains bureaux, un manque d'armoires pour les archives, des bureaux non équipés, des chaises pour recevoir les visiteurs. Ce palais donc a été la première étape de la visite du ministre de la Justice à Caille. Le ministre a eu à rencontrer les magistrats, avocats et auxiliaires de la justice pour échanger sur la situation de la justice dans notre pays. Nos actions tendent à faire prévaloir ces valeurs. Nos actions tendent à vaincre l'impunité et l'injustice. Aujourd'hui, notre justice est à la croisée des chemins. Cette situation s'explique par plusieurs raisons, notamment l'ignorance et la méconnaissance des textes de loi et de l'organisation judiciaire, le manque criard de communication et d'information entre la justice et le justiciable, le non-respect du code d'éthique et d'ontologie. Nous avons constaté que les acteurs de la justice travaillent dans un état de dénuement. De Djema, Kolokani, à Caille ici, nous avons constaté que les conditions ne sont pas à la hauteur des missions confiées et aux unités d'enquête et aux juridictions. Je constate avec satisfaction que M. le procureur général, près la cour d'appel de Caille, et M. le procureur de la République, près le tribunal de première instance de Caille, veillent sur le respect des droits de l'homme. Le ministre Malik Koulibaly s'est rendu également dans les unités d'enquête qui collaborent beaucoup avec la justice. Il a ainsi visité le pôle économique, la gendarmerie, la garde nationale, la police, la maison d'arrêt où il s'est entretenu avec les détenus pour les rassurer que la justice sera rendue correctement. Parlons à présent culture. L'artiste Vieux Farka a rencontré ce mardi la presse. C'était pour parler de la tournée qu'il a effectuée dans 19 pays africains pendant 3 ans. Cette tournée du fils d'Ali Farka Touré est une initiative de l'Institut français de Bamako. Vieux Farka nous fait ici le récit de sa tournée africaine au micro de Fatoumata Koni. Parce que c'est une tournée qui a été difficile et facile. Parce que quand tu fais autant de mois, tu n'es pas à côté de la famille, ça devient très difficile. Mais facile dans le cas où c'est en Afrique, et c'est quelque chose qui me tenait à cœur, je voulais vraiment le faire. J'ai fait 19 pays, francophones, anglophones. La musique que j'ai faite, c'est une musique malienne. C'est possible qu'on explique aux gens ce qu'on fait, de quoi on parle, mais il faut savoir que la musique du Mali est très riche. Donc, on n'a pas besoin d'aller ailleurs ou chercher ailleurs. On peut tout trouver ici chez nous. C'est vrai, je suis un artiste, beaucoup de gens ne me suivent pas au Mali. Mais je tourne beaucoup. Un artiste, une fois que tu deviens international, ça te facilite beaucoup de choses. Je suis fier d'être le fils de Ali Farka, je suis sûr. Parce qu'il faut savoir que c'est quelqu'un qui s'est battu pour la culture malienne.